on a grosso modo 4 régimes alimentaires qui ont été à peu près bien définis. Ce sont les modèles d'une alimentation saine qui permet de prévenir les maladies chroniques. Et sans aller chercher des choses compliquées et se surcharger avec c'est tel aliment qui est extraordinaire ou tel aliment qui est catastrophique et tel complément alimentaire, on n'a pas besoin de tout ça. On se fait son petit régime qui nous est adapté avec les principes de ces 4 régimes et je pense qu'on optimise sa santé. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, je suis Fabrice Midal, le philosophe plein d'enthousiasme qui adore partager ses engagements et ses passions, auteur de nombreux livres dont Suis-je hypersensible et mon tout dernier livre, Empêcher que le monde ne se défasse, 19 leçons pour résister. Lorsqu'on parle d'alimentation, de comment se nourrir pour être en bonne santé, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est le manque d'information. On ne sait pas vraiment ce qui est bon pour nous. On est même manipulé par l'industrie agroalimentaire qui nous vend des produits qui sont néfastes à notre santé. Et aujourd'hui, on le sait, c'est prouvé. Deuxièmement, il y a aussi plein de biais cognitifs, d'erreurs de logique, d'erreurs de compréhension, des études, mais qui ne sont pas tout à fait claires, qu'on prend pour sérieux, et donc résident partout des fausses informations. Pour avoir une information claire, j'ai décidé d'inviter un professeur de nutrition à l'hôpital, qui est un des plus grands experts, qui avec beaucoup de clarté va nous présenter ce que l'on sait aujourd'hui sur la nutrition et comment manger. Vous allez voir, c'est à la fois éclairant et ça nous rend plus intelligents. Bonjour, professeur Ancel. Bonjour. Alors, votre travail, votre engagement, c'est sur la nutrition. J'avais envie de commencer, mais comment un médecin décide de s'occuper de nutrition? Surtout, quand vous l'avez fait, c'était quand même... Aujourd'hui, la nutrition, on commence à en parler, mais quand vous étiez... que vous avez décidé de vous engager dans cette spécialité, j'imagine que c'était quand même peu fréquent. Écoutez, quand on fait ses études de médecine, on apprend beaucoup de choses sur les maladies, sur les traitements et un peu sur la prévention. Et quand on regarde un peu les traitements, les maladies, la prévention, il y a un point commun à toutes les maladies, c'est que l'hygiène de vie, le mode de vie, influe sur tout cela. Et même si c'est vrai, vous avez raison, il y a quelques années, hein, on ne va pas remonter au début de mes études de médecine, mais il y a quelques années quand même, on parlait assez peu de nutrition. Ça transparaissait déjà, hein, ça fait très longtemps, Hippocrate, hein, vous savez, on dit toujours nutrition est le premier médicament, on en a quand même toujours parlé. Donc je me suis rendu compte qu'on peut faire énormément de choses dans ce domaine-là, à la fois en recherche, à la fois pour la prescription de traitements non médicamenteux qui peuvent être très efficaces, et en même temps qu'il fallait enseigner la nutrition davantage. Voilà, donc assez naturellement, ça m'a amené vers des études d'enseignants, chercheurs dans le domaine de la nutrition. Et aujourd'hui, comme vous le dites, hein, on en parle plus. Et j'ai l'impression que plus on avance, plus il y a du boulot. Parce qu'on a beau être tous convaincus que la nutrition est quelque chose d'important, mais en même temps, malheureusement, il y a aussi beaucoup de désinformation sur ce sujet. J'ai fait une petite évaluation comme ça, alors rien de scientifique, hein, mais quand on regarde 100 contenus nutrition qui nous sont envoyés à droite, à gauche sur les réseaux ou dans des médias grand public, 80 sont faux ou approximatifs, 10 sont d'excellente qualité et 10, on va dire, sont de qualité correcte. Vous voyez, donc il y a du boulot, à la fois pour soigner les gens, à la fois en recherche et à la fois en communication pour que voilà, on délivre l'information fiable qui permette à tout le monde, les médecins, les soignants, le grand public, d'utiliser au mieux ce domaine de la nutrition pour éviter les maladies et soigner les maladies. Qu'est-ce qu'il y a comme
les 3 grandes erreurs que vous voyez dans ces 80% de contenu faux? Écoutez, il y a une erreur standard, c'est de distinguer les résultats de la recherche scientifique fondamentale ou épidémiologique observationnelle et ce qui doit aboutir à des recommandations. Je vais vous donner un exemple très concret qui date de quelques dizaines d'années. Donc, il faut se remémorer quelques dizaines d'années, c'était au moment où j'étais dans mes études encore, post-universitaire, c'était mon DEA à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui un master, et on parlait beaucoup du stress oxydatif. Vous voyez, stress oxydatif, c'est quoi? C'est un excès de substances oxydantes, ces substances dont certains sont des radicaux libres, des substances chimiques qui attaquent nos cellules et nos molécules et qui peuvent dégrader certains tissus, organes de l'organisme, par rapport à nos mécanismes de défense vis-à-vis de ces molécules agressives. Voilà, donc on a des molécules qui attaquent nos cellules et nos molécules, on a des mécanismes de protection vis-à-vis de ces substances agressives, et puis quand on a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un peu trop de substances agressives, on parle de stress oxydant. Bon, alors, pendant longtemps, on s'est rendu compte, et encore aujourd'hui, que beaucoup de maladies chroniques se développent parallèlement à un stress oxydant. Les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives, on constate que les personnes qui développent ces maladies ont en parallèle un stress oxydant. Bon, donc on s'est dit, dans les années, je pense c'était 90, à peu près 90-2000, comme ça, on s'est dit, ben voilà, on a trouvé la cause des maladies chroniques qui nous touchent le plus, donc on va donner des antioxydants pour bloquer ce stress oxydant, pour bloquer cet excès de substances oxydantes, et grâce à ça, on va soigner et éviter les maladies chroniques. Alors, on avait beaucoup d'arguments pour dire que ça va marcher. Parce que quand vous faites des études observationnelles, épidémiologiques, c'est-à-dire on observe la relation, on se rend compte que les gens qui consomment plus de vitamine E, par exemple, vitamine C ou d'autres produits antioxydants font moins de maladies chroniques. Bon, on se rend compte que chez l'animal ou dans des expérimentations en biochimie au laboratoire, eh bien, si vous donnez ce type de molécules aux animaux ou si vous utilisez ces molécules, elles vont bloquer les mécanismes de l'oxydation. Donc, on a des arguments épidémiologiques observationnels, on a des arguments de recherche fondamentale. Donc, on se dit, ben voilà, prenez des antioxydants, boostez votre alimentation et prenez des compléments alimentaires d'antioxydants, vous allez éviter les maladies chroniques. Sauf que, en médecine, pour démontrer la causalité, pour montrer que véritablement une substance ou un type d'alimentation a un effet sur la santé, il faut faire un essai clinique. Un essai clinique randomisé. On prend une population, on tire au sort, la moitié, on leur donne les traitements, l'autre moitié, on leur donne un placebo, ou en tout cas, on ne donne pas le traitement, et on regarde si le traitement est effectivement efficace. Et on a commencé à faire des essais, et ces essais sont négatifs dans leur grande majorité, voire certains montrent que quand vous supplémentez avec certains antioxydants, vous augmentez le risque de cancer. Une des études les plus connues, enfin j'en parle parce qu'elle est franco-française, c'est l'étude Suvimax, qui avait été menée par le professeur Herzberg, a montré que quand vous supplémentez la population, donc une population avec des antioxydants, c'est un cocktail d'antioxydants, vitamine C, vitamine E, bêta-carotène, sélénium, zinc de mémoire, eh bien vous ne diminuez pas le risque des maladies chroniques. Donc, pourquoi? On sait. Parce que justement, alors après on a des hypothèses, mais la première chose que je voulais vous dire, vous me demandez quelle est la première erreur. Moi je vous dis la première erreur, c'est faire des extrapolations à partir des études observationnelles
et des études de recherche fondamentale. Et ça, aujourd'hui, on l'a dans tous les domaines. Je peux vous donner quelques exemples après. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça marche pas? Ben, premièrement, ça montre que quand vous observez, par exemple, là, le stress-oxydant est associé à des maladies chroniques, ça ne veut pas dire que le stress-oxydant est la cause des maladies chroniques. Parce que le stress-oxydant, il est associé à plus d'inflammation, il est associé à plein d'autres paramètres. Donc, c'est pas parce qu'on observe une relation entre deux facteurs que quand vous agissez sur ce facteur, vous allez avoir un effet. Regardez, je vais vous donner un exemple très parlant. Imaginez que on observe quoi? On observe que les gens qui portent un briquet font plus de cancer du poumon que ceux qui ne portent pas un briquet. Vous êtes d'accord? Si on prend 1000 personnes qui portent un briquet, eh bien, vous allez avoir plus de cancer du poumon, plus d'infarctus du myocarde que chez les gens qui ne portent pas un briquet. Donc, mesdames, messieurs, moyen de prévention efficace, ne portez pas de briquet. Est-ce que c'est juste? Non. Ben voilà. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ceux qui portent un briquet sont ceux qui fument, en général. Donc, si on demande à la population de ne pas porter de briquet, ben, on n'aura pas d'effet sur la réduction du risque du cancer du poumon ou d'infarctus. Si en revanche, vous avez réfléchi que porter un briquet, c'est un indicateur qu'on fume, alors que vous allez agir sur le tabac, et là, vous allez avoir une efficacité. C'est surtout ça, l'écran d'erreur qu'on... C'est un exemple typique d'extrapolation d'études épidémiologiques, d'études de recherche fondamentale en disant, voilà, on a trouvé la cause de, et on peut se planter. Et pour vous donner un exemple, pourquoi finalement lutter contre le stress oxydant, c'est pas forcément la première chose à faire, le stress oxydant, il n'est pas là pour rien. On sait par exemple que les radicaux libres, c'est vrai qu'ils abîment certaines molécules et certaines cellules en bonne santé, mais ils sont aussi là pour détruire les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que tous les jours, vous fabriquez des molécules qui sont abîmées, vous avez des cellules qui sont potentiellement cancéreuses, et il y a un mécanisme formidable qui s'appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. C'est-à-dire que ces cellules malades, ces cellules qui peuvent vous donner un cancer, elles se détruisent. Et elles se détruisent comment? Notamment grâce aux radicaux libres. Donc, si vous inhibez tous vos radicaux libres, vous allez aussi bloquer les mécanismes de défense. Je simplifie à l'extrême. C'est passionnant. Mais c'est pour montrer qu'on ne peut pas, à partir de l'épidémiologie observationnelle et la recherche fondamentale, affirmer tout ce qu'on affirme aujourd'hui ou avec des extrapolations. Et là, dans tous les domaines, on parle du microbiote. Alors aujourd'hui, tout le monde vous dit le microbiote est la cause des maladies. Si on agit sur le microbiote, on va éviter les maladies, etc. Moi, je vais vous dire, le microbiote, c'est extraordinaire comme système, comme thématique de recherche. Exactement comme le stress oxydant il y a 30 ans. Maintenant, pour le moment, on ne sait pas soigner en manipulant le microbiote. La seule maladie qu'on sait soigner en agissant sur le microbiote, réellement, aujourd'hui, c'est une infection particulière qui s'appelle la colite pseudomembraneuse, une infection, une bactérie qui s'appelle le Clostridium difficile. Et là, on a montré quand on injecte, quand on fait une transplantation fécale, alors on guérit la maladie. Maintenant, pour le moment, même si on a beaucoup de données chez l'animal, beaucoup de données épidémiologiques, même si on sait que quand on mange comme ceci ou comme cela, on modifie le microbiote, tout ça c'est vrai, mais on ne sait pas aujourd'hui quelle est la part des maladies vraiment liées au microbiote, et on ne sait pas aujourd'hui soigner l'obésité en soignant le microbiote, ça c'est pas vrai. Encore une fois, on montre que les personnes en situation d'obésité ont un microbiote différent des personnes de poids normal, mais on ne sait pas pour autant comment agir sur ce microbiote pour soigner l'obésité. Chez la souris, on arrive à peu près à les faire devenir obèses en implantant du microbiote, mais on ne sait pas les faire maigrir. Et chez l'humain, pour l'instant, on ne sait pas du tout faire. Donc, si ça se trouve, dans quelques années, on se rendra compte que ce n'est pas la bonne piste. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas ultra important, c'est ultra important, ultra intéressant, il faut continuer. Mais tout ce que vous entendez dire sur « Ah, voilà, le microbiote est la cause de ceci, il faut agir dessus avec tel complément alimentaire ou tel aliment extraordinaire, tel aliment fermenté, etc. » Ça, c'est de l'extrapolation. Et moi, vous savez,
je me méfie. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de conseils, d'informations fiables, validées à donner en priorité, avant d'inonder la population, et c'est ça l'erreur qu'on fait aujourd'hui, avec des conseils nutritionnels qui mettent ce que j'appelle une charge mentale nutritionnelle, et qui font que finalement, on ne fait plus confiance à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a... Donc là, on a vu la grande erreur, disons, presque de méthode. Qu'est-ce qu'on a découvert depuis une quinzaine d'années qui, là, est juste et change peut-être le rapport qu'on avait à l'alimentation? Alors, en nutrition, il faut déjà savoir qu'il faut être très modeste. Très modeste parce qu'on a beaucoup de difficultés à avoir des preuves définitives, contrairement à ce qu'on peut faire avec les médicaments. Pour la raison que je vous ai mentionnée, c'est-à-dire qu'avec les médicaments, c'est assez facile. C'est-à-dire que vous prenez une population, vous donnez le médicament, vous donnez le placebo, vous voyez ce qui se passe. Bon, donc on peut dire avec certitude, tel médicament agit sur telle maladie, tel paramètre. Au passage, je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire. Je pense que c'est important quand on parle de médecine et de nutrition de le préciser, donc zéro lien. En nutrition, c'est plus compliqué. Parce qu'imaginez que vous voulez savoir si tel aliment protège, vous ne pouvez pas faire un placebo. Non, puis comment savoir que c'est les carottes que je mange qui ont un effet, parce que je mange aussi des brocolis, des champignons. Exactement. Sinon, il faudrait donner une carotte, il faudrait prendre deux populations qui ont la même alimentation. Une population, vous donnez une carotte, l'autre une carotte placebo, mais ça n'existe pas. Et puis, c'est difficile de mesurer que ça, il y a tellement d'autres facteurs. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec un niveau de preuve? On parle vraiment de niveau de preuve relativement fort. Premièrement, que certains types d'alimentation globale, je dis bien globale, sont intéressantes pour prévenir les maladies. Et là, aujourd'hui, on a grosso modo 4 régimes alimentaires qui ont été à peu près bien définis et dont on peut dire aujourd'hui, avec un bon niveau de preuve, que ce sont les modèles d'une alimentation saine qui permet de prévenir les maladies chroniques. Première, régime méditerranéen. On a beaucoup d'arguments, y compris des essais cliniques, même si ce n'est pas en aveugle, mais enfin ça reste des essais cliniques de bonne qualité, qui suggèrent fortement que le régime méditerranéen fait mieux qu'un régime pauvre en graisse pour se prémunir contre les maladies cardiovasculaires. Ça, on a pas mal de données assez robustes pour le dire. Donc avant d'avoir les 3 autres, on va dire le truc stupéfiant de cette étude. Donc, parce que dans le régime méditerranéen, on prend de l'huile d'olive, et donc on pouvait penser pendant longtemps que pour les maladies cardiovasculaires, il fallait supprimer l'ensemble des graisses, et on se rend compte que c'était une erreur, qu'il y a des graisses qui sont bénéfiques. Donc ça si j'ai bien compris, un des grands surprises et un des grands paradoxes de ces études. Vous avez raison, mais vous voyez, vous avez été, excusez-moi, contaminé par la communication qui n'est pas tout à fait conforme à la science. C'est-à-dire ce que vous me dites en disant on a dit qu'il fallait manger peu gras pour se prémunir contre les maladies cardiovasculaires, vous ne trouverez pas ça dans les études scientifiques de base. Vous verrez, ça, c'est des communications qui a été faite. En réalité, on n'a jamais dit manger le minimum gras possible pour éviter les maladies chroniques. Mais je vous l'accorde, c'est ce qui a été dit pendant longtemps, même les communication. Oui, même les médecins faisaient pas la distinction entre le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Alors, cette distinction, je sais pas depuis combien de temps on teste les gens sur le bon et le mauvais cholestérol. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas cette distinction. Alors, ça, c'est encore un autre sujet, c'est dans le bilan lipidique. Parce que dans l'alimentation, il n'y a pas de bon et mauvais. Ça n'existe pas. Dans l'alimentation, il y a une molécule qui s'appelle le cholestérol, une seule, il y a une, on peut vous faire la formule chimique si vous voulez. Voilà. Et ça, voilà. Là encore, un problème dans la communication. Après, vous entendez du genre, il faut manger de l'œuf parce qu'il y a du bon cholestérol dedans. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme si vous me dites, il y a l'eau, vous dites l'eau c'est H2O, quoi. Il y a une seule molécule d'eau, il n'y a pas une bonne molécule d'eau, une mauvaise molécule d'eau. Alors pourquoi il y a des graisses comme l'huile d'olive qui sont dans le régime méditerranéen,
qui sont bénéfiques pour Déjà, le cœur et d'autres qui sont plutôt à éviter? alors déjà, dans le modèle méditerranéen, c'est pas l'huile d'olive en elle-même qui est bonne, c'est l'ensemble du régime. On n'a pas non plus montré que c'est spécifiquement l'huile d'olive, ni même ses graisses, qui sont bonnes. Si l'huile d'olive est intéressante, c'est probablement plus par toutes les impuretés qu'il y a dedans que à cause des graisses qu'elle contient. Donc c'est l'ensemble du modèle méditerranéen dans lequel vous allez avoir de l'huile d'olive en grande quantité, vous allez avoir beaucoup de fibres, donc c'est des glucides non digestibles, qu'on ne digère pas. Vous allez avoir donc sous forme de fruits, de légumes, de légumineuses, hein, les légumes secs qu'on oublie souvent. Vous allez avoir des fruits oléagineux, les noix, les amandes. Vous allez avoir des produits laitiers plutôt de brebis. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça fait partie du modèle. Vous allez avoir peu de viande grasse, de la viande maigre, et du poisson en quantité qui n'est pas très importante, grosso modo, peut-être 2-3 portions, allez, disons 300 grammes de poisson par semaine. C'est l'ensemble de ce modèle qui a montré son intérêt contre les maladies cardiovasculaires. Dès lors qu'on commence à dire c'est à cause de ça ou de ça, là, moi, je signe pas. Parce que je ne sais pas. On peut donner plein d'hypothèses, mais moi, je ne signe pas en tant que médecin chercheur. Je ne signe pas que c'est à cause de l'huile ou à cause de ceci ou à cause de cela. Concernant les graisses, ce qu'on connaît, puisque vous me demandez ce qu'on connaît, on sait aujourd'hui que dans les matières grasses que l'on consomme, on a des graisses qui sont profondément associées au risque de maladies chroniques, ce sont les acides gras trans. Ça, c'est un peu compliqué et aujourd'hui, c'est pas vraiment nécessaire d'en parler parce que ça pose dans la pratique aujourd'hui dans nos modes d'alimentation, c'est pas un sujet qui pose vraiment problème. On peut en parler si vous voulez, mais deuxième type de graisse, les graisses qui probablement sont pas bonnes pour le maladie cardiovasculaire, mais surtout qui font monter le cholestérol sanguin. Et par ce biais-là, un effet délétère sur le cœur. Et troisième type de graisse, des graisses qui sont neutres ou peut-être protectrices vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. Donc, dans les graisses dont je vous ai parlé qui font monter le cholestérol, c'est ce qu'on appelle les graisses saturées, qu'on va trouver dans les produits d'origine animale, donc les produits gras d'origine animale, les viandes grasses, les charcuteries, le beurre, et aussi dans des graisses d'origine végétale, l'huile de palme, l'huile de noix de coco. Donc ça, ce sont des graisses dont on sait aujourd'hui qu'elles montent le cholestérol sanguin et pour lesquelles on a pas mal d'arguments pour dire qu'elles sont délétères pour l'appareil cardiovasculaire. L'huile d'olive ne fait pas monter le cholestérol. L'huile d'olive, elle est relativement pauvre, en tout cas elle est moins riche en graisses saturées que l'huile, les graisses animales, on va dire. Et donc elle a un effet neutre, grosso modo neutre, vis-à-vis du cholestérol sanguin. Voilà, donc vous avez l'huile d'olive, après il y a d'autres huiles qui sont aussi assez pauvres en graisses saturées, l'huile de colza, l'huile de noix, par exemple, qui sont des huiles qui ont un effet neutre sur le cholestérol et qui, sur l'appareil cardiovasculaire, encore une fois, moi je suis très prudent, sont probablement bénéfiques. En tout cas, on n'a pas d'argument pour dire qu'elles sont délétères. Ça, c'est le premier régime. Vous avez dit qu'il y en avait 4. Le deuxième régime? Les autres, finalement, ils vont être ça va être les cousins. Vous avez ce qu'on appelle le régime DASH. C'est un régime qui a été testé initialement contre l'hypertension artérielle. C'est assez voisin du régime méditerranéen, sauf qu'on n'insiste pas sur l'huile d'olive. On insiste davantage sur les produits laitiers, sur les apports en potassium, les apports en magnésium sous forme d'aliments. Mais vous allez retrouver les fruits, les légumes, les fibres, donc peu de viande grasse, plus de viande maigre. Donc, vous voyez, c'est voisin, mais il n'y a pas l'accent sur l'huile d'olive. Ensuite, vous avez le régime MIND, qui a été testé vis-à-vis des maladies neurologiques, on va dire pour le cerveau, mais qui
un mixte encore entre ces régimes précédents et dans lequel on insiste aussi sur les fruits rouges. Vous savez, voilà, les myrtilles, les framboises, tout ce qui est baies. Et on insiste aussi sur les... C'est pas si facile de manger ça toute l'année. Absolument, Je sais absolument. pas comment les gens font pour suivre. Alors, il faut savoir que les surgelés, c'est quand même une bonne idée. Alors, c'est moins bon, hein, faut dire la vérité. Hein. Mais les surgelés, on oublie souvent, on pense que c'est industriel, donc c'est pas bon. Certains nous disent ça. Est-ce que vraiment c'est... En fait, vous avez plus de vitamines préservées dans les surgelés que dans les fruits frais. Donc les fruits rouges, ça, il y a des domaines de preuve que les fruits rouges, c'est bon pour la dégénérescence. Il y a beaucoup d'arguments. C'est ce qui a justifié dans le régime MIND d'inclure les fruits rouges. Par contre, le régime MIND, lui, il y a pas mal de preuves. Je dirais que... Pour que vous dites que c'est un des 4 qui... Oui, je dirais que là où on a le plus de preuves, c'est avec le régime méditerranéen. Maintenant, avec DASH, MIND, donc il y a aussi beaucoup de légumes à feuilles vertes, on a aussi pas mal d'arguments. Et puis quatrièmement, le régime végétarien. Voilà. Donc, moi, ce que je dis à mes patients, et ce que je veux diffuser comme information, c'est qu'on a ces 4 modèles qui sont assez voisins, et qu'on peut, voilà, dans l'état actuel des connaissances, se faire l'adapter. Et sans aller chercher des choses compliquées et se surcharger avec tel aliment qui est extraordinaire, ou tel aliment qui est catastrophique et tel complément alimentaire, on n'a pas besoin de tout ça. On se fait son petit régime qui nous est adapté avec les principes de ces 4 régimes et je pense qu'on optimise sa santé. Après, il y a encore un élément qui est là consensuel, même si on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas très populaire, c'est de réduire nos apports caloriques globaux. Donc, réduire nos apports. On mange trop par rapport à nos besoins. Voilà, on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes modes de vie qu'il y a quelques centaines ou milliers d'années. Et globalement, on mange trop. Donc, s'il y a une donnée que personne ne discute, mais personne n'en parle vraiment, c'est le principe de la sous-nutrition sans malnutrition. C'est-à-dire restreindre les apports caloriques à un niveau où on a légèrement faim. Alors voilà, c'est pas populaire, c'est pas facilement applicable, mais la vérité, c'est que la science, montre assez clairement que réduire ses apports caloriques, globalement, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, il y a des déclinaisons, on va peut-être en parler avec le jeûne intermittent, avec différentes méthodes, mais à la base, il n'y a pas besoin de parler du jeûne intermittent, il y a besoin de parler de la restriction calorique. Il y a les travaux de Roy Walford, moi j'encourage à se référer à ces travaux qui ont vraiment été mis sous le tapis. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a travaillé toute sa vie sur ce principe de la restriction calorique. Et il y a eu même une étude célèbre qui s'appelle Biosphère 2. Biosphère 2 parce que Biosphère 1, c'est la Terre. Et qui a montré l'intérêt potentiel de la restriction calorique. C'est moins manger, quoi. Mais bon, encore une fois, je dis pas aujourd'hui mangez moins, restreignez-vous, parce que voilà. Mais vous me demandez qu'est-ce qui a montré son efficacité. Dans la qualité, c'est les 4 modes alimentaires que j'ai mentionnés, les 4 régimes. Et puis, il faut ajouter à ça un peu de restriction. Et évidemment que c'est ce que je viens de dire, ça va de soi avec une diminution des aliments ultra transformés, avec tout ce qu'on imagine dedans, tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on sait sur les aliments ultra transformés ? Alors, les aliments ultra transformés, c'est un autre sujet extrêmement, extrêmement passionnant, mais encore compliqué. Les aliments ultra transformés, voilà, vous savez, c'est des aliments dans lesquels il y a beaucoup d'ingrédients qu'on n'utiliserait pas dans nos cuisines. Dès que vous voyez une liste avec des épaississants, des émulsifiants, des colorants, etc., on entre dans une catégorie aliments ultra transformés. Donc presque tous les aliments industriels qu'on achète. Pas tous, parce que voilà, vous avez les surgelés par exemple, voilà. Pas formés ultra transformés, vous avez beaucoup de plats cuisinés dans lesquels il n'y a pas ces additifs. Donc on distingue industriels et ultra transformés, mais c'est vrai que beaucoup d'aliments industriels sont ultra transformés. Ce qui est compliqué, c'est de faire la part des choses, parce que ces aliments transformés, ils sont aussi plus gras, plus sucrés, plus salés, plus raffinés que les aliments non ultra transformés. Et aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est
quelle est la part quand on dit ils sont pas bons? Est-ce que c'est parce qu'ils sont gras, sucrés, salés, raffinés? Tout ça doit pouvoir compter. Trop gras, c'est pas si bon. Trop sucré, c'est pas très bon. Absolument. Trop salé, c'est pas très Trop bon. de graisse saturée, exactement. Ou est-ce que c'est les additifs? Probablement que les deux participent. Mais dans les études cliniques qui sont menées, souvent, quand on dit les aliments ultra-transformés sont délétères, c'est aussi parce que ce sont des aliments très gras en graisse saturée, salés, sucrés, raffinés. Donc, on est encore aujourd'hui en pleine recherche. Ce qui est sûr, c'est que ces aliments, il faut réduire leur consommation. Et même si le plan gouvernemental récemment n'a pas mentionné cela, ben ça, tous les experts en nutrition sont un peu choqués de ça. Parce C'est c'est quand même très très choquant. Parce que donc faut expliquer, donc il y avait depuis 2 ans, il y avait un travail de la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat qui devait faire des recommandations. Vous étiez à peu près d'accord, vous, les nutritionnistes, de dire qu'il faut diminuer les aliments ultra transformés, que c'est une cause de maladie. Et le gouvernement a enlevé cette mention, sans doute sous la pression des lobbies, mais sans doute. Alors moi, je ne fais pas de politique, mais je suis factuel. On a aujourd'hui beaucoup d'arguments pour dire qu'il faut réduire les aliments ultra transformés. Encore une fois, pourquoi ils sont délétères, j'en sais rien. Il y a plein d'hypothèses dans tous les sens. Mais on pense tous que c'est bien de demander à la population, de recommander, et aux industriels, de réduire l'accessibilité, en tout cas la consommation des aliments ultra transformés. Et c'était d'ailleurs dans le plan national nutrition santé, le PNNS, qui sont les recommandations pour la population générale, réduire la part des aliments ultra transformés. C'était une recommandation consensuelle. Donc effectivement, le fait que le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est pas encore la recommandation pour la population. C'est un texte qui doit être utilisé derrière pour faire des recos. Mais c'est vrai, c'est choquant pour nous de voir qu'on met ça de côté. Alors pourquoi on a mis ça de côté? J'en sais rien. Et encore une fois, moi je fais pas de politique. Mais en tout cas, voilà, je prends acte. On prend acte du fait qu'on met pas ça en avant, alors que nous, on va continuer à communiquer sur le fait que réduire les aliments ultra transformés, ça reste une recommandation pour la population générale. Et quand vous allez, c'est tout à fait en phase avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les 4 régimes. Dans les 4 régimes que j'ai mentionnés, ce sont des régimes dans lesquels on a assez peu d'aliments ultra transformés. Donc les grands principes qu'il faut qu'on retienne, donc c'est moins d'aliments ultra transformés, moins de viande grasse, plus de légumes, plus de fruits. La matière grasse, ça pose pas vraiment de problème du moment que c'est de la matière grasse végétale type huile d'olive, colza, soja, noix. Des oléagineux, des légumineuses, des légumes à feuilles vertes, des baies, des fruits rouges, si on peut y accéder, des produits laitiers en quantité modérée, c'est-à-dire 2 produits laitiers par jour, et on peut alterner les produits laitiers, et éventuellement on va vers les produits laitiers type chèvre, brebis. Pourquoi plutôt chèvre et brebis que vache? Comme je vous disais, j'en sais rien, mais dans le régime méditerranéen, c'est comme ça. Dans le régime DASH, c'est pas comme ça. Donc moi, c'est pas quelque chose sur lequel j'insiste. J'ai envie de dire, on prend le produit laitier qu'on aime, y compris le fromage. Voilà, 2 rations par jour. Une ration de fromage, c'est 30 grammes, c'est pas beaucoup. Un yaourt, une 150 grammes de fromage blanc ou de skyr. Donc vous êtes tout à fait opposé à tout le discours qui dit que les produits laitiers sont pas aussi idéaux. Alors moi, c'est pas moi qui suis opposé. Non, vous pensez que c'est pas juste. Vous me posez la question et je réponds très précisément. C'est pas moi. Moi, je regarde la science. Que dit la science sur les produits laitiers? Elle dit 3 choses. La première chose, c'est que c'est une source très intéressante de calcium et de protéines, et que c'est compliqué d'avoir les apports en calcium et en protéines si on veut manger équilibré et qu'on ne mange pas de produits laitiers. C'est pas impossible, c'est pas du tout impossible, mais c'est plus compliqué. Si vous faites attention à ne pas manger trop de viande,
à pas manger trop d'œufs, parce que ça, c'est un autre sujet où aussi on dit beaucoup de bêtises là, hein. L'œuf on l'a redécouvert comme un aliment extraordinaire à manger à volonté. Bon, ça c'est une bêtise totale. Donc, si vous mangez de la viande en quantité recommandée, des œufs en quantité recommandée, parce que c'est pas un mauvais aliment non plus, des légumineuses, du poisson en quantité recommandée, parce que pareil, on a aussi aujourd'hui des rations qui sont recommandées pour éviter les métaux lourds. Alors, c'est vrai que pour avoir un apport optimal en protéines, sans produits laitiers, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pas impossible. On peut être vegan et avoir tout ce qu'il faut, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, bonne source de protéines, bonne source de calcium, d'où l'intérêt de ces produits laitiers. Deuxièmement, les données montrent que les produits laitiers, avec un bon niveau de preuve, protègent des cancers du côlon. Troisième élément, les produits laitiers n'augmentent pas les maladies articulaires et osseuses, comme on peut le voir dans plein de fake news qui nous sont proposées. C'est faux. Est-ce que ça protège l'os? Oui. En revanche, ce qui est compliqué à montrer, c'est que ça protège des fractures. C'est un sujet compliqué. On voit que ça renforce l'os, en particulier chez les sujets jeunes. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de montrer que ça protège des fractures. Donc, c'est vrai qu'on manque de données pour dire, voilà, vous prenez des produits laitiers, vous ne ferez pas de fracture. Ça, c'est aussi abusif. Mais dire que ça abîme l'os, ça, c'est faux. Et que ça provoque des maladies articulaires et inflammatoires, ça, c'est faux. Ça, c'est de la fake news qui vient de croyances et qui sont probablement manipulées par des sectes. Il faut dire les choses. Voilà. Voilà. Donc, sur les produits laitiers, aujourd'hui, on a une recommandation, et c'est dans le monde entier, entre 2 et 3 produits laitiers par jour, et on choisit celui qu'on veut. La science aujourd'hui ne dit pas que c'est mauvais pour la santé. La science dit que ça peut être utile pour les apports en calcium, en protéines, et la science dit que ça peut être utile pour se prémunir contre les cancers du côlon. Voilà. Donc, ça fait partie de l'alimentation équilibrée. Je dis simplement que le fait que l'animal fasse différemment que nous n'est pas un argument pour qu'on ne le fasse pas. Dans les conseils que vous donnez pour orienter notre alimentation, un conseil pratique, c'est plutôt avant de se dire il ne faut pas que je mange ceci ou je mange cela, c'est peut-être d'ajouter des aliments. Absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez... Pour se rééduquer, c'est un peu un conseil pratique. Mais oui, je veux dire, plutôt que l'humain n'aime pas la restriction. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, bon, cette histoire de restriction calorique, c'est une réalité scientifique, mais personne n'en parle vraiment parce que l'humain n'aime pas. On préfère la camoufler derrière le jeûne intermittent ou des choses comme ça. Ça permet de faire la restriction calorique. Ça dépend des gens, mais effectivement, le jeûne intermittent... C'est une manière, peut-être. Oui. Donc ça a été évalué aussi par notamment Éric Ravussin, qui est un chercheur nutrition qui a beaucoup publié là-dessus. C'est vrai que le jeûne intermittent est une modalité de restriction calorique pour certaines personnes. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, avec le jeûne intermittent, ça va les aider à réduire leurs apports alimentaires. Donc moi, je suis tout à fait favorable. Et puis, il y a des personnes que ça ne va pas aider et qui, pendant la période où on mange, vont manger plus. Ouais, donc ça ne marche pas. Et oui, mais c'est important de le dire parce que vous voyez beaucoup de pseudo-nutritionnistes, de pseudo-scientifiques, des influenceurs qui vous disent que le jeûne intermittent à apport calorique identique fait maigrir, par exemple. Ça, c'est faux. Vous voyez, donc, non, le jeûne intermittent est une bonne option du moment que ça vous aide à avoir des moments sereins où vous mangez moins et où, pendant la fenêtre où vous mangez, vous ne compensez pas ce que vous n'avez pas mangé pendant la journée, pendant la période de jeûne. Donc, moi, je suis très favorable au jeûne intermittent à partir du moment où vous le supportez. Donc, voilà, on va vers cette idée-là. La restriction pure et dure, si elle est mal vécue, et pour beaucoup d'entre nous, elle est mal vécue, c'est une mauvaise piste. Donc, moi, je suis plutôt favorable à aller vers ce qui nous fait du bien. Voilà. Et encore une fois, si on prend l'exemple du lait, je ne dis pas aux gens buvez du lait. Je dis si vous aimez ça, si vous le supportez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le lait.
qui vont supporter le yaourt ou le fromage. Consommez-en. Si vous n'aimez pas ou vous ne voulez pas en consommer, n'en consommez pas. Je ne suis pas en train d'imposer, je suis juste en train de dire, ne nous imposez pas pour des croyances diverses et variées, des habitudes voilà, que vous avez choisies. On n'impose pas aux autres ce qu'on a choisi. On n'impose pas aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Alors, quels sont les aliments? Des légumes, des fruits, des oléagineux, des fibres. Il y a un consensus depuis toujours sur l'importance des fibres. Alors, on les trouve dans quoi? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les glucides non digérés. Vous allez les trouver dans les fruits, dans les légumes, dans les produits céréaliers bruts, dans les légumineuses. On retombe vraiment sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Voilà. Et avec ça, aujourd'hui, voilà, l'apport en fibres qu'on aimerait atteindre, c'est 25 à 30 grammes par jour. En moyenne, on est autour de 18 à 20 grammes en France. Vous voyez, ça, c'est un élément fondamental. Ça, c'est consensuel. Personne, aujourd'hui, dans le monde, vous dira que c'est pas bien d'augmenter son apport de fibres. Personne. Donc là, on a un message consensuel. Augmenter les fibres. Ça, et dans quoi il y en a le plus? Vous avez dans là, de quoi il y en a, mais dans quoi il y en a le plus? Qu'est-ce que je peux changer rapidement dans mon alimentation pour augmenter mes fibres? Alors, vous pouvez prendre des céréales complètes, des produits céréaliers complets. Vous pouvez prendre des légumineuses. Encore une fois, je veux dire, on n'en mange pas assez. Donc ça, c'est rapidement. Donc les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges. Faut apprendre à les cuisiner. C'est pas si compliqué que ça. Ok. Faut les introduire progressivement parce que sur le plan digestif, il y a des personnes qui vont pas les tolérer sur le plan digestif. C'est jamais oui ou non. C'est toujours une question de quantité. Donc on y va progressivement. Vous consommez les fruits, disons 300 grammes de fruits par jour, ça fait grosso modo 3 fruits à peu près. Ça dépend ce que vous prenez. Hein. Voilà, l'idée c'est qu'un fruit, c'est la taille d'un poing. Voilà. Dans tous les fruits, il y a des fibres. Après, voilà, on peut aller regarder, il y a des teneurs en fibres des fruits. Si vous prenez le fruit de la passion, par exemple, c'est un des fruits les plus riches en fibres, mais c'est pas non plus le fruit que vous allez trouver tous les jours. et moi, vous savez, je suis pas du tout pour dire aux gens, mangez une pomme par jour, mangez une banane par jour pour le potassium, mangez une pomme par jour pour la pectine, mangez des framboises, tout. Parce qu'à ce moment-là, vous mangez tous les fruits. Hein. Là, c'est 50 fruits par jour. C'est ça aussi une erreur. Vous ouvrez Internet, ce fruit est extraordinaire parce qu'il vous apporte ceci et cela. Et puis demain, ce fruit est fabuleux, etc. Attendez, ça, pour moi, c'est sans intérêt. Voilà, sans intérêt. À la fin des fins, on mange les fruits qu'on aime, les fruits de saison, les fruits qu'on peut apporter. Et je peux vous garantir que si vous consommez les fruits, des légumineuses plusieurs fois par semaine, des produits céréaliers complets, donc si vous mangez des pâtes, plutôt des pâtes complètes. Vous voyez, si vous mangez du riz, plutôt du riz complet. Le pain, pas le pain complet forcément. Prenez plutôt le pain à la farine intégrale. C'est pas la même chose. Quelle est la différence? La différence, c'est que dans le pain complet, vous avez pris la farine complète, mais vous avez séparé le grain et le son. Et après, vous les avez remis ensemble. Ce qui fait que c'est très différent de la méthode où vous allez pris le blé sans le casser en deux, et vous avez utilisé une farine. Dans un cas, c'est la farine intégrale, dans le cas, c'est la farine complète. Et sur le plan de l'index glycémique, sujet un peu compliqué, mais probablement que c'est intéressant de s'en préoccuper, avec la farine intégrale, vous avez un index glycémique plus faible. C'est-à-dire ça va moins faire monter la glycémie dans le corps. Faut pas être un obsédé de la glycémie. Moi, je suis pas du tout dans ce mouvement de dire faut surveiller la glycémie avec des capteurs. Tout le monde devrait le faire pour éviter les pics, etc. Je pense que ça, c'est pareil, c'est une mode qui passera. Je lui donne encore 2-3 ans à cette mode et on passera à autre chose. J'ai pas dit que c'est pas important de faire attention à ses apports en glucides, etc. Mais faire une obsession sur les fluctuations glycémiques, ça, c'est vraiment de la mode. Voilà, donc la farine intégrale, le pain à la farine intégrale. Je vais même aller plus loin au levain. Voilà, le pain à la farine intégrale de levain, c'est probablement ce qui est le plus intéressant si vous le supportez, si vous le tolérez, à la fois sur le plan de l'impact sur la santé métabolique, à la fois pour l'apport en fibres, et puis c'est bon. Voilà. Donc si vous associez ces conseils-là, vous allez avoir un apport en fibres qui va être autour de 25-30 grammes. Moi, je pense que c'est pas mal d'ajouter quand même
du son d'avoine ou du son de blé, si on le tolère. Alors après, il faut aimer ça, hein, on saupoudre avec du son d'avoine ou du son de blé. Ça a probablement un intérêt pour gonfler un peu l'apport en fibres, si je puis dire. Mais encore une fois, il faut faire attention à la tolérance digestive. Et avec tout ça, vous pouvez atteindre 30 grammes de fibres par jour, voire un peu plus. Et si vous voulez, dans les alimentations très brutes, on est à 35, 40, 45 grammes de fibres, hein. Donc on est très très en dessous. Je dirais qu'avec ce que je viens de mentionner là, et on arrive à peu près à 30 grammes, ce qui est déjà très bien. Ben, merci infiniment. Voilà, au moins, l'avantage de parler à un professeur en nutrition, c'est qu'il y a une certaine rigueur dans la démonstration. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.